vous savez, les négociations, c'est lorsque ça vous laisse les suspens, lorsque on négocie. À un moment donné, par exemple, comme on était en train de les suivre pas à pas avec les réseaux sociaux, parce que ceux qui étaient dedans, à un moment donné, vous avez senti Tshilombo Tshisekedi Félix dire que nous sommes à un pas de la rupture. C'était une tension. Nous sommes prêts, les points qui nous unissent sont beaucoup plus nombreux que ceux qui nous divisent. Donc à un moment donné, nous étions tous palpitants. Mais s'il faut reconnaître, c'est un succès, c'est une réussite, parce que ça nous a évité un carnage qui pouvait arriver le 19, un carnage qui pouvait arriver le 20. Au moins, l'Église catholique nous a fait éviter ce carnage-là, parce que de part et d'autre, Paulette, nous sommes journalistes d'investigation, de part et d'autre, on avait préparé la guerre. Aujourd'hui, ce n'est plus cette opposition-là de Tshisekedi de la non-violence. Les gens qui ont rejoint Tshisekedi dans l'opposition aujourd'hui, en tout cas, ils ne sont pas, ce sont des anciens belligérants qui sont aussi prêts à tout et qui étaient prêts vraiment à accepter de voir le sang couler à Kinshasa principalement, et le pouvoir également. C'était préparé. Et vous avez vu les intimidations de la police, du commissaire provincial de la police, où il disait que avant de sortir, il faudrait que tu regardes bien ta femme, la photo de tes enfants, de tes parents, avant de sortir. Donc c'était les intimidations. Ce qui fait que c'est une réussite. Mais là où le bas blesse, c'est cette insensibilité, cette monstruosité qui caractérise un peu notre classe politique. Vous êtes convenus, vous avez lu, et même qu'il s'agisse de Madame Bazaïba, bien sûr, que la politique congolaise, il y a un certain niveau très élevé de l'immoralité. Vous avez convenu. Moi, je pouvais comprendre ceux qui ont refusé de signer l'accord du 18 octobre, qui n'ont pas participé aux travaux. Vous avez travaillé, vous avez participé aux travaux. La plupart d'amendements, ce sont les gouttes de vos sueurs. On sent votre français, on sent les enjassements de foi. Ce sont vos idées. Vous arrivez à la fin, uniquement pour le poste, vous vous retirez parce que vous deviez jouer un rôle. Au départ même, c'était encore une honte que l'on puisse boycotter les travaux, tout simplement parce qu'on pouvait y avoir une seule personne au lieu de 5 qui étaient prévus au départ. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, je me dis, mais on est où là? On peut se battre par rapport à un idéal, on peut se battre par rapport à une idée, par rapport à un message, par rapport au contenu que l'on aimerait défendre. Mais si on doit se battre parce qu'il faudrait que Edmond et Marcelin, nous soyons là, et bon, si je puis avoir notre cahier de charge, je dis que non, Marcelin, vous allez faire passer ce cahier de charge. S'il passe par là, nous boycottons. Donc voilà un peu là où... Aujourd'hui, c'est la phrase clé qui circule sous réserve aujourd'hui. Quelle compréhension avez-vous de cette phrase qu'a dit Lambert Mende? Nous avons apposé notre signature, mais sous réserve. Sous réserve de quoi? De quitter on ne comprend pas très bien, mais ils ont quand même apposé leur signature, mais sous réserve. On ne comprend pas très bien. Ça aurait pu, pour moi, étonner la population si c'était le seul mot que nous avons connu avec cette classe politique, que je qualifierais même de pourri, avec des vocabulaires un peu, je dirais, deux fois hostile à la population. Quand nous avons connu à l'époque le préalable, nous avons connu aujourd'hui sous réserve, ça va changer, ça vient avec les temps, mais sous réserve, c'est également ce que je peux dire un manque de responsabilité, parce que les gens qui ont eu à lire l'accord... Cet accord simplement pour apaiser la tension, parce que le 31, nous avons vu comment c'était, les gens étaient vraiment tendus, il y avait une tension palpable. Est-ce que les gens qui ont signé sous réserve, c'était simplement pour apaiser, pour que les gens puissent passer une bonne fête de Moi, je vais vous étonner, j'ai lu l'accord intégralement avant de venir. En tout cas, je n'ai pas eu à lire des signatures sous réserve. C'était pas écrit, c'est la blague de la politique actuelle. Vous avez lu la communication hier du bureau politique de la majorité présidentielle
présidentielle. Il n'y avait pas le mot sous réserve, les gens ont commenté ainsi de suite, mais le mot n'y existe pas et ne figure même pas dans le communiqué de la majorité présidentielle. Donc, ils sont là en train de vouloir zapper la bonne volonté des évêques catholiques, voire même de l'Église, les évêques qui ont souffert dans leur corps, âme et esprit. Ils ont même évité d'aller dans leur diocèse pour la fête de Saint-Sylvestre pour des intérêts égoïstes des acteurs politiques, pour arriver à arracher la paix. Et voilà, à la fin, on nous sort des vocabulaires du genre sous réserve, et l'opposition, le rassemblement nous dira quoi? Donc, pour moi, à ce niveau, il n'y a pas de signature sous réserve. Les gens qui ont signé, nous devons les considérer ainsi, et nous devons comprendre que l'accord est déjà entré en application, parce que nous voyons déjà certains fruits quand on annonce l'arrivée de Doudou-Sanyamouissi, on annonce l'arrivée de Roger Lumbala, ainsi de suite, Canal Futur, ainsi de suite. C'est déjà l'application de l'accord. Peut-être ils sont dans un monde que la population ne comprend pas, mais le président de la République, je crois, comme il est garant du bon fonctionnement des institutions, il a déjà compris le fait qu'il y ait déjà organisé la réunion du bureau politique pour contredire même certaines langues de la majorité présidentielle qui exigeait un troisième dialogue. C'est un geste fort de la part du président de la République qu'il veut la paix et il veut appliquer cet accord dans son intégralité. Marcelin Tshisoka, Congo Télévision, nous avons suivi l'échange des propos entre le speaker de la Chambre basse et l'abbé Cholet. Il est dit que nous, les propos qui ne respecteront pas, ou les accords ou les clauses qui ne respecteront pas la Constitution seront, en tout cas, ne seront pas appliquées. Et Cholet a rétorqué, mais vous avez lu ça, nous avons travaillé ensemble et vous ne savez pas que c'était ça. Il a dit que c'est grave, si on peut prononcer des mots comme ça. On y revient. Est-ce que cet accord-là, aujourd'hui, est au-dessus de la Constitution, ou en tout cas cet accord est en mariage et en phase avec la Constitution congolaise aujourd'hui? Parce que le mot référendum, on a suivi certains acteurs qui disent que nous, chez Juan Gomez aujourd'hui, même si on a coupé RFI, on se bat quand même pour avoir des sons de cloche de cette grande émission Appel sur l'actualité. Certains Congolais ont dit que nous, le référendum, la clause par rapport au référendum, on n'a pas voulu en parler, et pourtant le référendum est un droit constitutionnel. Pourquoi on ne veut pas avoir un référendum? Donc Marcelin et Joël, vous allez répondre par rapport au référendum et par rapport à certaines clauses anticonstitutionnelles. Justement, madame, l'accord, il est là, il a été déjà signé, et j'assure que les évêques ont eu, avant même de proposer la dernière monture de cet accord, ils ont eu à effectuer des va-et-vient auprès du chef de l'État Joseph Kabila, également auprès des leaders de rassemblement, ceci pour avoir leur quitus. Et quand les signataires ont approuvé ces documents, comme on l'a dit, aujourd'hui il est en application. Je crois que le problème c'est sûr pas à ce niveau-là. Ce que la majorité présidentielle, c'est comme discours aujourd'hui, il faut le comprendre. Il faut avoir des explications, non seulement au niveau de la base, c'est ce que Minakou fait. Ils ont deux discours aujourd'hui. Il y a un discours destiné à la communauté internationale qui a pris acte de la signature de cet accord. Alors le reste de déclaration, c'est fait pour la consommation locale, c'est destiné aux militants. On a dit aux militants il n'y aura pas un deuxième dialogue. On a dit aux militants l'accord de base, c'est celui signé à la cité de l'OIA. Aujourd'hui, c'est un démenti total, qu'il y a eu des avancées. On a travaillé sur l'accord autre que celui de l'OIA. Tout ça, il faut avoir un discours pour expliquer aux militants. Mais il faut comprendre les positions exprimées par les acteurs politiques de la majorité comme des discours destinés à la consommation. Parce que le mot, on dit aussi que cet accord n'est pas du tout inclusif. Je ne sais pas comment vous avez défini l'inclusivité, mais quand je vois par exemple derrière la personnalité d'Étienne Tshisekedi, tout le rassemblement, vous avez vu au 19, lorsque on était encore au niveau de la cité de l'OIA, vous avez vu comment les gens sont morts pour défendre la Constitution, le respect de la Constitution. Et quand au niveau du centre interdiocésain, on était en train de négocier, arrivé le 19 décembre qui était donné comme une date fatidique,
Est-ce que vous avez évidemment... Pourquoi? Parce que les gens s'attendaient aux résolutions du dialogue. Les gens estimaient qu'il y a une grande représentativité dans les délégués au niveau des centres interdiocésains. Et à ce moment-là, ils se sont représentés. Quand vous parlez de l'inclusivité, parce que Boussa n'a pas signé, parce que José Makila n'a pas signé, regardez sur l'ensemble de ceux qui ont participé dans ce pourparler, vous aurez que 5 ou 4 signatures, hormis le MLC ou le Fonds pour le respect de la Constitution. Il n'y a que Boussa, il y a Jean-Dicien Boussa, qui est encore José Makila, il y a également Magui Kiala, qui n'ont pas signé. Mais est-ce le reste ont signé? La représentativité ne se définit pas par rapport aux individus, mais c'est par rapport à l'opinion. Tshisekedi incarne une large opinion de notre population. Joseph Kabila également, qui a mandaté ses délégués. Et on a un accord, Vital Kamere, on a un accord, c'est tout. Heureusement que Steve Mbika a compris qu'il ne fallait pas marcher à l'encontre de l'opinion populaire et il a signé. Joël Kadé, le référendum, le mot qui fâche, hein, nous avons suivi, je le répète sur RFI, chez Juan Gomez, en tout cas aujourd'hui, quelques Congolais qui disent pourquoi on a peur du référendum, et pourtant c'est dans la Constitution. Mais selon l'accord de la SENCO, on a mis un peu de côté le référendum jusqu'aux élections. Non, le problème c'est parce qu'il y a un agenda caché, madame. L'agenda caché dans l'organisation d'un référendum qui est pourtant conforme à notre Constitution, c'est lorsque ce référendum cache la volonté de maintenir le président de la République au pouvoir. C'est lorsque ce référendum vise la continuité du pouvoir alors que son mandat est terminé. J'ai suivi également le président de l'Assemblée nationale hier, lorsqu'il parlait dans des propos qui frisaient pratiquement une arrogance, comme s'il n'y a pas eu le sang qui a coulé dans ce pays. Madame, laissez-moi juste 30 secondes pour rendre hommage aux jeunes gens qui sont tombés le 30 décembre 2013, les jeunes gens qui sont tombés le 15, le 19, le 15, le 12, le 19, le 20 janvier 2015, pour s'opposer au glissement, pour s'opposer au changement de la Constitution. Laissez-moi rendre hommage à ces jeunes gens dont on ne connaîtra même pas la sépulture, qui ont été enterrés dans des fosses communes que leurs parents ne verront jamais et pour qui on n'organisera jamais les obsèques, tout simplement parce qu'ils se sont opposés, ils se sont battus pour le respect de leur propre Constitution. La Constitution qui a déjà été violemment violée, mais que le secrétaire général de la majorité présidentielle vient dire que toutes les dispositions contraires à la Constitution ne seront pas mises en pratique, comme si il y a eu des dispositions conformes à la Constitution qui ont été mises en pratique. J'aurais voulu que le président Aubin Minakou nous dise que l'article 73 a été mis en pratique. Et même l'article auquel on fait référence, l'article 13, que le corps électoral est convoqué par la CENI 90 jours avant l'expiration du mandat. Qu'ils me disent que l'article 74, même l'article 70, l'article 70 dit quoi? Et met un point très. Il dit le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans. Une seule fois renouvelable. Les seuls là, c'est que dans la conception du législateur, il n'attendait pas qu'on perdure dans une situation d'irrégularité dans notre pays. Et d'ailleurs, les 10 jours. Mais vous comprenez que nos frères ont atteint un niveau où ils ne savent même pas lire la souffrance de la population. C'est comme s'ils ont besoin encore que le sang coule. Le référendum, on ne refuse pas. Mais lorsque ce référendum cache cette idée à la base de Kabila non totondioté, Kabila posa non utilité, c'est là où ça blesse, c'est là où ça biaise. Et pourtant, moi j'ai... Mais il n'a pas été reconduit, hein, le concepteur de cette initiative n'a pas été reconduit dans... Non, c'est justement pour vous dire, c'est là où je rejoins mon estimé confrère Edmond, lorsqu'il a rendu hommage au président de la République, qui a contredit sur toute la ligne sa majorité présidentielle. Vous vous rappellerez lorsque, avant que le dialogue ne soit convoqué, les contacts directs ne soient convoqués, la majorité présidentielle ici, par la bouche même du porte-parole de la majorité de la majorité présidentielle, tout comme le porte-parole du gouvernement, avait constaté l'échec de la SENCO et en conséquence, c'était un vendredi, avait demandé que le chef de l'État mette en place le plus vite possible le gouvernement Badibanga. Le chef de l'État ne les a pas suivis. Un mardi, il a renouvelé sa confiance à la SENCO qui a organisé le dialogue. Et
vous allez sentir qu'il y a maintenant deux discours, comme mon estimé Marcelin l'a dit, qu'il y a un discours pour la consommation des militants auquel on avait promis qu'il y aura un référendum, auquel on avait promis qu'il n'y aura pas un deuxième dialogue. S'il y a un deuxième dialogue, je donne ma main à couper. Malheureusement, comme les ridicules ne tuent pas dans notre pays, on va tuer personne. Et il y a maintenant les gens qui ne jurent que sur le troisième dialogue parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils ont tenté d'obtenir et promis aux chefs de l'État. Aura-t-il un troisième dialogue? Parce qu'il y en a qui se battent aujourd'hui pour ce troisième dialogue. Ce n'est pas inclusif. Certains points n'ont pas été résolus. Les tractations continuent malgré la signature, mais il y a des tractations qui continuent. Mais aujourd'hui, l'abbé Chollet a dit, comme c'est la journée dédiée aux martyrs, c'était un peu il n'y avait pas trop d'activité. Peut-être ça répondra demain, jeudi, pardon. Est-ce que c'est ça le troisième dialogue, selon vous? Non, il n'y aura pas, à mon avis, je ne peux pas limiter troisième, quatrième ou cinquième dialogue, mais tout ce que nous constatons, c'est que si les acteurs politiques sont forts et qu'ils veulent également travailler pour les intérêts de la population, j'estime que c'est une option carrément à mettre de côté, parce qu'on ne peut pas aller de dialogue en dialogue. Veillons d'abord à exécuter l'accord que nous avons entre nos mains. Moi d'ailleurs, j'ai eu à les condamner, mais ce n'est pas pour autant que je refuse l'accord du centre interdiocésain, que l'accord de la Cité de l'Union africaine, le dialogue a quand même permis à ce qu'il y ait un acte fondateur comme une base fondamentale pour faire asseoir le dialogue de la CENCO, et personne ne le contredira. Au contraire, quand vous regardez l'accord de la CENCO, vous allez vous rendre compte que le calendrier électoral qui a été contenu dans l'accord de la Cité de l'Union africaine a été carrément buffé et remplacé par l'élection en 2017 avec une astuce qui va prolonger avec l'appréciation de l'Assemblée nationale, la CENI, également le gouvernement et le comité national, national de la transition, le Conseil national de la transition, pour prolonger les élections. C'est là où moi j'ai dit que la date n'est pas non, même la date de 12 mois, il faut vous méfier. Donc Kabila, il ne peut pas passer par le référendum, il ne peut pas passer par un troisième mandat, mais il peut au moins arriver à prolonger sa transition. C'est là où moi j'estime qu'on ne doit pas réviser l'accord, mais que les acteurs politiques doivent être responsables pour assumer correctement la logique de leurs idées, pour ne pas arriver à confondre les attentes de la population. Vous allez rebondir. Edmond Izouba a rêvé quelque chose. Est-ce que l'histoire est-elle en train de se répéter? Parce que Mobutu à l'époque a fait 7 ans de transition, de 90 quand il a prononcé son discours jusqu'en 97. Et Edmond a dit, il y a comme une sorte de boulevard. On n'est pas très sûr que les élections se tiendront en 2017, donc on peut élargir 2018, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on continue 2018, et la Cour constitutionnelle a déjà tranché, le président restera en fonction jusqu'à... Et c'est l'astuce qui a été retenue même dans l'accord. La question claire, est-ce que l'histoire est-elle en train de se répéter aujourd'hui? Est-ce que cette transition peut nous prendre 10 ans, mine de rien? Je doute, madame, que la transition peut se prendre encore au-delà de 2 ans. Vous en êtes sûr? Je doute dans la... C'est la même classe politique. C'est vrai, c'est la même classe politique, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. Les enjeux de 1990 ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes face à une jeunesse pro-démocratie. Si aujourd'hui nous avons cet accord, il faut dire qu'il y a des jeunes qui sont morts pour qu'on puisse respecter la Constitution. Et je ne crois pas, je ne vois pas cette jeunesse aujourd'hui laisser Joseph Kabila faire 10 ans, 2 ans, 3 ans encore au sommet de... Non, mais si on lui sert des béquilles, c'est vrai. Dans cet accord, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, la date n'est pas fixe. La date n'est pas fixe. Un peu comme l'arrangement de Ibiza. On a dit c'est Ibiza d'ailleurs, on peut les croire. Mais madame, aujourd'hui, Etienne Tshisekedi, tout comme l'ensemble des rassemblements. Vous savez qu'il y a certaines personnes, notamment Moïse Katumbi, qui attendent rien que l'élection présidentielle. Il y a des candidats déjà autoproclamés comme candidat président de la République. Je ne vois pas Vital Kamerhe accorder encore 2 ans à
Joseph Kabila. Même si le nommé Premier ministre. Je ne vois pas comment il sera Premier ministre parce que le Premier ministre sera issu du rassemblement. Je crois qu'au-delà de ça, c'est qu'il faut plutôt éviter, il faut plutôt se battre pour l'application de cet accord. C'est ce qui est important aujourd'hui. Dire pour commencer à spéculer, on peut aller au-delà, on tombe dans les pièges de la majorité qui voudrait encore retarder avec le gouvernement Baïbanga. Et à ce moment-là, on aura à consommer déjà mois, et comme on a dit, les élections sont en 2017, lorsqu'on aura consommé les 3 mois, vous verrez, il faut compter 12 mois, et nous irons en avril 2000. L'applicabilité des textes, c'est ça maintenant le problème. L'accord a été signé, même sous réserve, mais c'est signé. Alors, comment mettre en application? Quel est l'organe technique qui va contrôler vraiment cette fois-ci l'applicabilité, en tout cas des recommandations? Parce que c'est ça le hic. Non, dans toute... Tout ce que j'aime, c'est la foi des évêques, c'est la foi de la Senko. Malgré tout ce que l'on peut spéculer sur les toits des maisons, sur les toits de médias, le travail est en train de se poursuivre et de part et d'autre, les gens sont en train d'amener leurs propositions pour l'élaboration de l'arrangement particulier. C'est là où je crois en la foi des évêques, parce que même nous tous, on ne croyait pas en ça. Deuxième, je voudrais un peu également répondre à la question posée à Marcelin. Les enjeux ou la configuration internationale n'est plus la même aujourd'hui. Le président de la République, et d'ailleurs l'a compris, à l'issue du sommet d'ailleurs, c'est les sommets de la Senko ici, avaient été recommandés, obligés par les sommets de Luanda. Les gens ne seront pas le vivre, c'était une obligation, parce que, en ce qui concerne d'ailleurs le camp au pouvoir, le président l'avait déjà dit au Congrès, devant les 2 chambres réunies, que la Senko l'avait pratiquement remercié. Donc, c'est n'est que le sommet de Luanda qui a changé la donne sur le plan interne et externe. Alors, lorsque vous examinez la donne au niveau interne, en tout cas, Madame Paulette, personne n'acceptera encore dans ce pays qu'il y ait un nouveau Mobutu. Même ceux qui sont tout autour du chef de l'État ne l'acceptent pas. Même ceux qui ont travaillé avec lui, qui ont acquis certains avantages, tout ça. En dépit de leurs avantages là, personne n'accepte encore qu'on ait un autre Mobutu qui pourra être chassé sur l'avion de qui on va tirer lorsqu'il sera en l'air, et personne n'aimerait encore qu'on ait encore un autre Musée Laurent Désiré Kabila qui sera abattu. On veut la paix, nous avons besoin d'un autre jeune président qui reste en vie, et il sera appelé à autre chose, et les gens se conviennent pour cela. Ça, c'est la donne au niveau interne. La donne au niveau international, suivez Obama, suivez la France, suivez la Belgique, suivez... Parce que, vous savez, il faudrait qu'on se dise la vérité. Les on dont souvent parle Kinke Mulumba, on est allé chercher Joseph Kabila, un jeune général. Les on là, c'était pas les Congolais. Les on là, c'était pas nous. Mais c'est les on là qui ne veulent plus d'une prolongation à des 8 ans de Joseph Kabila au pouvoir. Donc, ces 2 configurations, tant au niveau interne qu'international, ne permettront pas qu'il y ait une longue prolongation, une longue transition comme nous l'avons connue. Mais je crois que Izuba n'y croit pas trop. Je suis logique et je reste complètement dans la configuration de la classe politique actuelle. Exactement. Admettons que Etienne Tshisekedi nomme un Premier ministre. Moi, j'aurais d'ailleurs préféré que le nom du Premier ministre puisse être inscrit dans l'accord intégralement, parce que le gens du pouvoir risque encore de jouer avec le Premier ministre du Rassemblement pour les contrer avec l'organe de contrôle qui est donc le Conseil national de suivi de l'accord, et Kabila va prendre encore une suprématie sur tous les membres de ce gouvernement. C'est tout ce qu'on craint. Est-ce que les intentions de vouloir nuire à la volonté de la population ne persistent pas encore dans le chef de la majorité? Il faut le vérifier. Alors, quand vous me dites que vous aviez suivi Aubin Minakou en train de s'argumenter avec une arrogance terrible, cela prouve
encore suffisant, parce que des germes de complications persistent encore. Est-ce que cette, je dirais, cette balle ou cette paix accordée favorablement pour ces temps nous permettra d'arriver à faire respecter aux membres de la majorité la Constitution telle qu'il est écrit? Et puis moi je crains, parce que la Constitution, ils n'ont pas eu à l'appliquer, la Constitution qui est d'ailleurs contraignante, ils n'ont pas eu à le respecter. Est-ce qu'ils arriveront à respecter l'accord? Peut-être avec les épreuves de force, les membres du Rassemblement, mais nous allons aussi vérifier quand est-ce qu'ils vont goûter du miel avec ces régimes, quand est-ce qu'ils seront ivres du lait, est-ce qu'ils serviront encore la population avec une économie déjà asphyxiée, des entreprises minières en train de fermer? Comment est-ce que le Rassemblement peut arriver à renverser la vapeur et relever cette économie en faiblesse? Il y a aussi le problème des financements des élections. D'où proviendra de l'argent avec 4 milliards de dollars comme budget national? Comment bouger la machine avec un gouvernement pléthorique, avec des organes, des institutions que le Rassemblement est en train d'exiger, qui du reste éléphantesque? Comment arriver à satisfaire les intérêts des acteurs politiques, des électeurs et de la population? Malheureusement, je rebondis, Izuba relève des points assez importants. C'est la composition du nouveau gouvernement. Nous avons suivi le gouvernement de Sani Badibanga qui a été, en tout cas, vraiment c'était éléphantex, 68 membres, et on en a parlé aujourd'hui. On sait qu'il y aura probablement un autre Premier ministre. Est-ce qu'aura-t-il encore 68 ministres pour satisfaire tout le monde? Mitakur l'a déjà dit, lui, il ne quittera pas son poste de ministre vraiment avec le Parlement. Alors, il y a déjà la guerre. Il y a déjà la guerre avec le CESAC. On dit on doit déjà bouger le CESAC, la CENI et tout ça, mais le CESAC aussi dit niet. C'est pas au Rassemblement ou à cette commission de faire bouger les choses. Alors, pour vous, Marcelin Tshisaka, quel sera vraiment le travail pour ce gouvernement? Réussira-t-il à organiser les élections dans le temps et dans le temps? Madame, s'il y a la volonté, on peut tout organiser. On peut organiser les élections en 2018. C'est question de volonté politique. Il n'y a pas la communauté internationale qui attendait cet accord pour pouvoir financer les élections. Je crois qu'avec l'appui de la communauté internationale, nous pouvons en interne, avec nos moyens, organiser les élections en 2017. Quelles élections? Ce sera les présidentielles et les législatives et provinciales. On peut les organiser en 2017 s'il y a la volonté politique. Le problème, c'est qu'au niveau de la majorité, il n'y avait pas cette politique, cette volonté de pouvoir organiser les élections. On a profité du pourrissement de la situation pour éterniser Joseph Kabila au pouvoir. Ce qui aujourd'hui a été bloqué, il me semble, dans l'accord. On ne pourra pas briguer un troisième mandat, on ne pourra pas modifier la constitution ni pas passer par le référendum. Mais je voudrais placer un mot par rapport à la conformité de l'accord par rapport à l'accord, disons, à la constitution. Quand on a eu l'accord au niveau de la cité de l'Union africaine, on n'a pas eu le temps de pouvoir vérifier la conformité de cet accord. Pourquoi aujourd'hui la majorité doit penser qu'il faille vérifier la conformité? Toutes ces sont de manœuvres, madame, je vous assure, on va appliquer cet accord. Il faut voir, il y a eu des enjeux qui ont été négociés à haut niveau, et ça c'est au niveau même du président de la République qui a dit accepter qu'on puisse signer cet accord. Il fallait être au niveau du centre inter de Cézanne les 2 ou 3, 4 derniers jours pour voir des va-et-vient des délégués de la majorité pour comprendre comment ça s'est l'enjeu même de ces pourparlers. J'estime qu'on aura appliqué l'accord. Nous aurons des élections. Il y a un comité, un conseil national de suivi de la transition. Tout ça, c'est pour permettre, c'est pour mettre des gages, permettre, voir comment on va passer cette période de transition. Ça pourra faire... Parce que l'ivresse du lait, comme l'a dit Edmond Izuba, quand ils vont goûter à l'ivresse du lait, le pouvoir, les avantages, est-ce qu'ils vont travailler dans le même état de terre? Aujourd'hui, ils sont combattants parce qu'ils n'ont pas les avantages du pouvoir. La situation internationale et même au niveau national n'est pas la même. Je crois qu'il y a des pressions de part et d'autre, même si vous avez suivi les États-Unis qui disent nous attendons déjà, on salue cet accord, on attend l'application. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer
de la donne internationale, madame. Ce ne sont pas les velléités ou encore mais la donne internationale, nous ne la comprenons pas. Ce ne sont pas les intérêts égoïstes des acteurs politiques congolais qui veulent, vous avez cité le cas de Justin Bitapula qui ne quittera pas. Mais le compromis politique l'a déjà décidé. Lui, il a été nommé sur base d'un compromis politique de la cité de l'Union africaine. Un autre compromis est venu annuler celui qu'il avait nommé. Il n'a qu'à tirer des conséquences. Je ne vois pas comment il va, et je ne vois pas les moyens qu'il dispose Justin Bitapula pour pouvoir s'éterniser. C'est sa grand-mère, hein? C'est ça. C'est d'appui à la démocratie. C'est une question d'appui à la démocratie. Si aujourd'hui, pour la crédibilité du processus, on peut changer les animateurs, restructurer le système, je ne vois pas d'inconvénient. Il en est de même comme on a décidé pour la Commission nationale nationale indépendante. Je ne vois pas d'inconvénient. Oui, je vois le cas de ce gouvernement éléphantesque, ça va prendre encore du temps parce que pour former le gouvernement de Sami Badibanga, ça a pris un peu de temps. Est-ce que cette fois-ci, on doit aussi tenir compte du facteur temps dans cette histoire? Non, je crois que le président de la République qui a chargé la SENCO pour organiser ces dialogues et qui a donné son quitus pour la signature, je ne vois pas encore faire le temps. Je voudrais un peu apaiser mon confrère Izouba pour lui dire que c'est normal que, vous savez, il y a trop de compressions qui feront qu'on ne saura pas aller au-delà. Pour quelle raison? Vous savez, si nous restons dans notre configuration nationale avec 4 milliards de dollars, même si ils peuvent s'étaper à 70 membres du gouvernement, mettons leurs cabinets qui seront également presque pléthoriques, parce qu'il faudrait qu'on satisfasse quelques membres de partis politiques. Mais tout le budget là, il partira dans les dépenses pratiquement politiques. Donc ce qui fera qu'on n'aura même pas le moyen de donner du courant à la population congolaise, on n'aura pas les moyens de nourrir la population congolaise, et que la crise au niveau du social va davantage s'enliser, et lorsqu'il y aura cette famille-là, on ne saura pas l'utiliser des gens affamés. Donc c'est une autre dimension qui fera que ces gens qui vont entrer au gouvernement, ils seront obligés de mieux faire et de tout faire pour que les choses aillent vite, qu'on aille aux élections. Parce que quand ils vont devoir, quand la population va vraiment encore beaucoup souffrir, je ne vois pas en qui encore on va placer la confiance. C'est pour cette raison. Et ils sont obligés de respecter le chronogramme qu'ils vont adopter dans le cadre de l'arrangement particulier, comme Vital Kamerhe l'a dit. Ils seront obligés de respecter le temps tel qu'ils vont se le faire accorder, parce que c'est conformément au respect qu'ils accorderont à cet accord que la communauté internationale pourra nous venir au secours pour organiser les élections, parce que nous n'en avons pas le moyen. Et pendant ce temps, je vous dis, quand la communauté internationale ne vous porte plus dans son cœur, vous pouvez dire elle est laquelle, mais en tout cas on va continuer à nous faire, on va nous brandir tous les scandales de tous ceux qui ont eu à gérer jusqu'aujourd'hui. Et pendant ce temps, cette pression-là, je ne vois pas les gens capables de supporter qu'on dise qu'ils sont voleurs, qu'ils ont 300 autant d'entreprises, qu'ils ont... Donc il y aura toujours des révélations pour davantage nous réduire à néant, et en conséquence, je confiance au président Joseph Kabila qui fera en sorte que les choses se passent bien, et les négociations également en coulisses dont nous ne pouvons pas mettre... Notre conseil à la référence plus nous dit qui sont les probables candidats. Voici quelques potentiels prématurables: Valentin Mubake, Félix Tshisekedi, Matungulu Mbuyamba, Maître Mukendi. Je sais que nous sommes journalistes, nous avons aussi nos préférences, mais soyons objectifs. Qui peut cette fois-ci vraiment, selon vous, prendre la tête de ce gouvernement comme mission d'organiser les élections en 2017? Bon, moi je vois, il faut qu'il y ait aussi... S'il n'y a pas de nom, mais donner quand même des critères. Des critères, oui, mais il faut favoriser d'abord la compétence, qu'on ait quand même un acteur politique compétent à ces postes, qui a eu déjà à travailler et qui n'aura pas peur de quoi que ce soit, et qui... De qui que ce soit. De qui que ce soit, et que c'est quelqu'un qui soit aussi fort dans la gestion de
la chose publique, quelqu'un qui a eu déjà à gérer quelque part. Mais aussi, il y a le critère, je sais que Tshisekedi, on lui donne beaucoup de passanants, on lui sert deux fois les aliments, parce que lui-même dit qu'il n'a pas eu à mener 32 ans à faire une lutte pendant 32 ans pour favoriser d'autres personnes. Il a dit à les dire, mais j'estime qu'il soit de l'UDPS, qu'il soit de la dynamique pour l'unité d'action de l'opposition, qu'il soit je ne sais pas d'où, Étienne Tshisekedi doit arriver à équilibrer ce qu'on appelle la géopolitique. On doit quand même faire respirer les provinces aujourd'hui devenues avant 6, comme Étienne Tshisekedi. Et du Kasaï, il faudrait qu'on ait un premier ministre d'une autre partie de la République que le Kasaï, parce que si vous me parlez de Félix Tshisekedi, il loge le même coin que son père. Quand vous allez prendre Valentin Moubaké, il est de l'Est, du Sud Kivu. Vous prenez Matungulu, au moins ça met les gens à l'aise, parce qu'il est de l'Ouest, il est de Bandundu. Maître Mukendi, il est du Kasaï, il n'en parlons même pas. Donc j'estime la donne géopolitique doit jouer. Étienne Tshisekedi occupe, comme ils ont refusé au MLC le pouvoir de gérer la primature, ni de prendre le Conseil national de la transition, parce qu'ils sont du rassemblement, du moins que le rassemblement respecte la géopolitique. Le MLC voudrait assez qu'il occupe la primature, vu que le rassemblement occupera un organe de contrôle de l'exécutif, qu'il n'y ait pas une certaine ramification entre les deux institutions, qu'il soit pas en même temps juge et parti, il contrôle l'exécutif, en même temps il est dans l'exécutif, mais comme ils ont voulu, et dans l'accord c'est inscrit comme ça, ils vont l'occuper, mais à condition, pour moi, qu'il respecte l'équilibre géopolitique. Marcelin, l'équilibre géopolitique, on a des noms, mais c'est vrai que ça doit jouer. Valentin Moubaké de l'Est, donc normalement, peut-être ça passe pas comme il a si bien dit Edmond Izuba. Félix Tshisekedi, même coin que son père, ça peut peut-être froisser un peu. Bouyamba, Matungulu, Maître Mukendi, mais dans le lot, je crois que c'est le nom de Freddy Matungulu qui ressort un peu. Il a peut-être les critères aujourd'hui pour briguer cette primature, parce qu'on a besoin d'un homme de pointe, comme a dit Izuba, d'un homme qui a déjà eu à exercer des postes dans ce pays, qui a un carnet d'adresses, qui a déjà eu à gérer les finances, les chiffres, qui sait un peu. Est-ce qu'il nous faut un homme comme ça pour en tout cas gérer cette primature de tous les enjeux, hein, parce qu'il y a la gestion des élections à la fin. J'étais en train de l'imaginer, notamment pour les cas de... Mais les femmes, en tout cas, j'en vois pas. Peut-être à Bazaïba, mais dans la LDLC. Le cas de Moubaké, comme Félix Tshisekedi, j'étais en train de me dire, est-ce qu'ils ne vont pas céder, parce que là, l'AR est une plateforme aussi très engagée au niveau du rassemblement, et que l'UDPS a déjà la présidence du Conseil national de suivi de la transition. Ça peut se jouer également au sein du rassemblement pour donner à d'autres regroupements politiques peut-être la primature. Et là, ça peut jouer en faveur, comme on l'a dit, de Freddy Matungulu, quand il y a de la dynamique, ou encore Delis Sanga, pourquoi pas, qui est de la présidence pour la République. Ça peut jouer donc tout ça peut jouer, mais je suis en train de voir cette configuration-là. Il n'y a pas de femme. Vous ne voyez pas de femme. Ça me froisse un peu. Il n'y a pas de femme, en tout cas, pour ce poste de premier ministre. Non, moi je pense que c'est difficile de réfléchir. Vous savez, même quand on organise les élections de bureau dans de grandes institutions, c'est difficile de penser au 30% femmes. On estime que voilà, on va mettre. Vous savez, moi je ne suis pas en train de flirter des femmes, mais à un moment je deviens genré pour louer les efforts de femmes. Mettre une femme dans une institution ou à la tête d'une institution, beaucoup de hommes ont souvent peur que la femme risque de vouloir le contraindre, oui, faire mieux et de jouer même leurs attentes, parce que des fois les hommes ont beaucoup de préoccupations au même moment et ils ont besoin d'argent, faire sortir l'argent, et quand vous
prenez une femme stricte comme Ève Bazaïb, en tout cas, là au coin, vous n'allez pas bien. Nous allons quand même parler des martyrs de la République du 4 janvier, on peut ne pas en parler. Aujourd'hui, nous sommes le 4 janvier, ouais, presque passe à cette date. Les martyrs, aujourd'hui, vous avez suivi la BACO qui se bat, en tout cas, pour qu'il y ait une stèle, un monument pour les martyrs, parce que ce sont quand même grâce à eux que nous avons pu avoir l'indépendance. Il y a bien eu d'autres martyrs, hein, mais peut-être qu'on n'en tient pas compte, mais il nous faut vraiment des stèles, des monuments pour honorer nos martyrs. Tout à fait, madame. Mais qu'on demande de placer justement aux noms qui ont été cités. En tout cas, si on a besoin d'une gestion saine, d'un carnet d'adresse, en tout cas, le nom de Makourou nous passerait par rapport à son expérience. Mais Moudbak passerait aussi parce qu'au moins, si on a besoin de quelqu'un qui peut faire face vraiment à la Kabylie, on aura besoin de quelqu'un de dur, de radical comme Moudbak. Mais ça aura comme inconvénient une cohabitation conflictuelle. Également avec Félix Tshisekedi, ça passerait, mais vous n'avez pas parlé également de KTB Katoto, qui peut également faire du bon travail, qui peut nous faciliter la tâche pour également, parce que ce qu'il faudrait viser, ce n'est pas tout simplement la gestion de la transition, mais obtenir aussi la cohésion nationale. La société congolaise est vraiment déconfigurée et fissurée à fond, alors je crois qu'on aura besoin. Mais les autres qui opposent, notamment les frères du Bas-Congo, parce qu'on n'en a pas parlé. On n'a jamais eu un premier ministre du Bas-Congo, Jean-Claude Bemba, qui a Kiziki, oui, on n'a jamais eu, d'ailleurs, on m'a soufflé à l'oreille qu'on n'a jamais eu de premier ministre Congo central. Oui, c'est une discrimination sociale. Parce que quand on parle des Fayou et les autres, on oppose qu'il y a quelqu'un de Bandung qui dirige déjà une grande institution, l'Assemblée nationale, et que ça pourrait poser problème. Donc, comme on tient à la géopolitique, c'est pourquoi moi j'aimerais que tous ces critères, on les mette vraiment au froid. On a besoin d'une posture, d'un profil de quelqu'un qui pourra non seulement réussir à unir tout le monde, mais également à ramener la communauté internationale vers nous. Alors, si nous parlons des martyrs, oui, j'en ai parlé déjà. En 1959, le 4, la Belgique ne voulait pas nous accorder l'indépendance. En tout cas, c'est l'histoire qui est en train de se répéter. Donc, comme ça s'est également passé en 1908, lorsqu'il fallait que Léopold puisse céder la colonie, étant entendu qu'il y avait eu des exactions, des massacres, beaucoup de mutilations. Il a refusé. Pour lui, il croyait qu'il régnera toujours. Mais les révélations par la presse, c'est là où j'ai toujours appelé les journalistes à connaître les rôles joués par un journaliste dans ce pays. L'occupation, la colonisation de ce pays a été une œuvre de journalistes. Notre session à la Belgique a été l'œuvre d'un journaliste, des journalistes anglais. Et la décolonisation, l'indépendance de ce pays a été l'œuvre d'un journaliste. La Renaissance, le premier président de ce pays a été un journaliste. Donc ne pas connaître les rôles qu'un journaliste doit jouer, même la démocratisation, ça a été un journaliste, et tout ça a été un journaliste. Alors on arrive en 1969, on nous refuse, c'est lors des matchs de 59, on le dit, merci, mais une occasion, une circonstance fortuite a bousculé la Belgique. C'est là où je dis que nos politiciens n'attendent pas des occasions comme celle-là. Parce que ce pays appartient à Dieu. Et ce pays ne nous appartient pas tout simplement à nous les Congolais. Et d'ailleurs, je n'ai jamais vu un seul instant où la RDC a appartenu aux Congolais. C'est un patrimoine mondial. Et en conséquence, Dieu a un œil particulier sur ce pays. Et en conséquence, il faudrait qu'il pense, tout en résistant, il pourrait y avoir encore une situation comme celle du 4 janvier, ce que je ne souhaite pas, parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait une succession, une transition pacifique dans ce pays, c'est-à-dire une passation civilisée du pouvoir, qui est au moins une remise et reprise dans ce pays. Vraiment une poussière de seconde par rapport au martyrs de... C'est que les gens doivent retenir le mois de janvier. Moi, je l'appelle tout un mois, pour vous parler de 4 janvier. On les surnomme souvent le mois de nationalistes, parce que vous avez eu le martyr qui avait je dirais, les sentiments élevés de leur nation de défendre l'intégrité du territoire national, quand ils avaient marre de
position de Belge, pour ne pas parler du chauvinisme. Vous avez Lumumba qui sera tué pratiquement le 17 janvier. Vous avez Mosé Laurent Désiré Kabila qui sera tué également au mois de janvier. Donc, le mois de janvier, pour moi, doit interpeller tous les acteurs politiques. Vraiment, moi, je regrette quand je vois comment les acteurs politiques jouent avec les leaders, surtout, ils jouent avec leur militance. Ça me fait mal au cœur, au lieu de les enseigner, de vouloir les encadrer, de leur expliquer l'histoire de notre pays. Comment le pays ici a été politisé et comment le pays a arraché son indépendance. Tout a commencé à partir de ma Vraiment, nous sommes vraiment là-bas. En saluant la mémoire de deux martyrs, je salue le geste d'aujourd'hui posé par la ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté. La pierre pour la construction de la stèle pour la paix à l'IMCA qui est aujourd'hui liée même à cette date, janvier 1959. Merci Marcelin Chisoka, en tout cas de Congo Web Télévision. Merci Edmond Izouba, Politico CD et RTVS1. Merci Joël Kadé, Impact News. Merci à vous tous, en tout cas mes followers sur les réseaux sociaux. Merci à tous les journalistes et en tout cas je profite de l'occasion pour vous souhaiter une très très bonne année et particulièrement aux journalistes en action. En tout cas, soyez en action parce que cette année, ça va choquer. Voilà, Joël Kadé a dit, des fois nous oublions le rôle que nous, journalistes, nous avons à jouer dans ce pays. Nous avons un très grand rôle à jouer en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons avec le même plaisir le mercredi prochain. Inch'Allah.